pilleurs de tombes de Sindbad de Dilman. La foule se précipitait sur la grande avenue pour apercevoir les troupes qui défilaient, se dirigeant vers les portes monumentales de la cité. On pouvait apercevoir les nombreux bataillons de l'armée du roi cornu, dont les étendards multicolores surplombés d'emblèmes bestiaux brillaient sous le soleil. Les troupes étaient précédées de puissants chamans plongés dans une transe profonde. Ils se contorsionnaient dans une danse rituelle au rythme de grands tambours recouverts de la peau d'animaux farouches. Leurs voix, qui psalmodiaient une cacophonie de mantras destinés à invoquer les génies élémentaires, étaient amplifiées et distordues par des masques fantasques. La procession était suivie par le roi cornu en personne, dont le corps recouvert de peintures dorées évoquait les puissants animaux mythiques de la savane. Sa couronne faite d'un or d'outre-espace et surplombée par des plumes de grue couronnées, culminait en une corne torsadée dont émanait un sombre éclat. Le fondateur de la dynastie des Cornus aurait, selon la légende, arraché cette corne au crâne d'un Éphrite en colère lors d'un combat mémorable. La couronne était depuis lors le symbole de la maison royale. Le souverain caracolait à l'avant-garde sur un puissant pachyderme carapassonné, suivi de sa garde royale de l'ordre des rhinocéros pourpres. Les puissants destriers aux cornes éclatantes et à la peau tannée renaclaient sous le soleil de plomb, alors que les hommes qui les montaient cuisaient dans leurs splendides cuirasses ouvragées en céramique noire. La foule en transe hurlait et applaudissait, elle-même galvanisée par la fumée des encensoirs de Bakour, disposés à proximité des fanaux de l'artère principale. Les troupes d'élite de cavalerie lourde aux cimiers cornus, ceints de plumes d'autruche, finirent par atteindre les portes des murailles extérieures en terre cuite. Une fois les portes franchies, le fracas des sabots crochus s'estompa. La piétaille suivait péniblement. Ces supplétifs n'avaient pour se défendre que d'humbles charmes tissés par les grands-mères, pendant à des coups dégingandés et de rudimentaires armes de famille vieilles de plusieurs générations. Car telle était la vie dans le royaume du roi cornu, comme partout dans le monde. Une aristocratie sans âge dominait un peuple résigné auquel on avait bien fait comprendre que toute velléité d'indépendance et de rébellion était à la fois contraire à l'ordre cosmique et à leurs intérêts. Mais envers et contre tout, le germe de la rébellion s'était immiscé dans les cœurs de deux jeunes gens vaillants issus de la classe la plus humble de cette société. Ces deux amis, Arad et Falor, avaient grandi dans les taudis de la capitale royale, là où se déversaient les eaux usées des innombrables palais et demeures des nobles. Ils avaient assuré leur survie jusqu'alors en cueillant et vendant les fruits de l'arbre à pain et du baobab, bravant les hyènes implacables et le légendaire lamassu qui hantait la savane. Les deux amis avaient grandi ensemble, rassemblés autour de leurs parents qui étaient voisins. Ces derniers avaient été des gens honnêtes, de bonnes personnes, et ils avaient su enchasser dans le cœur de leurs enfants un joyau de bonté qui les écarta à jamais des mauvais chemins. La bonté de leurs parents ne leur fut pourtant d'aucun secours face aux terribles épidémies qui sévissaient dans la basse ville, et ils furent emportés par la maladie. À la mort de leurs parents, Arad et Falor rejoignirent chacun des membres éloignés de leur famille. De vieilles tantes radoteuses et géniardes s'étaient alors imposées comme régentes de leur vie. Ils n'en avaient cure et vivaient en coureurs des bois, arpentant les bas quartiers et les savanes avoisinantes comme deux petits marquis. La compagnie de Bardoc, un vieil aristocrate déclassé et banni de la haute ville, avait été plus que bienvenue. Le vieux Bardoc contribuait par ses ballades à romancer leurs existences difficiles et égayait leurs maigres repas par de joyeux jurons. Ses anecdotes et ses traits d'esprit donnaient une dimension poétique à leurs errances. Alors que leurs familles respectives leur parlaient de mariages de raison avec d'affreuses harpies,
Bardoc, enivré par de puissants vins de feu dérobés à la taverne, évoquait des femmes à la beauté de nymphes qu'il avait rencontrées lors de ses ambassades dans de lointains royaumes. Adossé aux murs brûlés à la chaux et couverts de salpêtre des taudis, il évoquait avec mélancolie la grâce des palais aux murs de marbre blanc recouverts de tuiles vert émeraude qu'il avait jadis arpentés dans des pays éloignés. Les maigres fruits qu'Arad et Falor partageaient avec Bardoc, accroupis autour de timides braises, étaient ô combien amers pour le vieil aristocrate qui avait goûté aux délicates saveurs que l'on trouve dans les royaumes du Nord, où les gigantesques villes cathédrales étaient baignées d'un doux soleil. Il arrivait parfois que les deux amis soient émus aux larmes par les paroles du vieux Bardoc, les marques de la pauvreté ne pouvant lui soustraire sa superbe et sa sublime mélancolie. C'était en se fiant à leurs convictions profondes et influencés par les fabuleuses histoires du vieil aristocrate qu'ils avaient imaginé leur plan. Ils allaient quitter la ville. Encore fallait-il la quitter riche. Leurs familles bornées et conservatrices étaient admiratrices de la monarchie. Leur ferveur religieuse pour la figure du roi cornu aurait empêché toute divulgation du plan que les deux jeunes gens avaient longuement préparé. 3 semaines auparavant, alors qu'un crépuscule pourpre progressait sur les remparts et les tours de la capitale royale comme autant de langues de vouivre, un messager, monté sur un zèbre de course, avait surgi par la route du sud. La sombre missive était rapidement parvenue au roi cornu et à ses conseillers. La nouvelle s'était ensuite répandue parmi la population. Les seigneurs pirates des îles aux poulpes avaient conquis et pillé l'unique port de commerce du royaume. Un vent de panique s'était levé et l'aristocratie, soutenue par la caste marchande, conseilla vivement au roi de sévir contre ces sinistres rats des mers qui, par leur déprédation, menaçaient la prospérité et l'intégrité du royaume. Cependant, guerroyer contre ces flibustiers ne serait pas chose aisée, et l'usage d'une force conséquente s'avérait nécessaire. Le royaume ne souffrait d'aucun rival terrestre, et les régions périphériques avaient été pacifiées depuis des siècles. Ainsi, les chamans stratèges enjoignirent au roi cornu de convoquer l'ensemble de ses troupes pour fondre sur le port méridional. Même la garde funèbre du Toucan, dont les membres arboraient un costume chamarré garni de plumes et se servaient de fléchettes soporifiques pour assurer la protection des sites sacrés et des nécropoles, avait été mobilisée pour rejoindre l'hoste royal. Arad et Falor avaient suivi avec le plus grand intérêt le démantèlement des défenses aux abords des tombes royales. Les plus éminents représentants de la caste sacerdotale avaient estimé que la peur sacrée inspirée par le pouvoir de la dynastie régnante sur les habitants de la cité était un gage de sécurité suffisant pour se permettre de ne pas maintenir de garde aux portes des caveaux royaux. Le mépris ressenti par l'aristocratie du royaume à l'égard du petit peuple pour sa docilité, sa bêtise supposée et son aveuglement superstitieux avait atteint son apogée. Ce sentiment de puissance absolue avait enflé lors de la parade, et le trop-plein se déversait ce soir dans moult libations. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes brunes, se découpant entre les feuilles de baobab et les branches d'acacia, le roi cornu rentrait tranquillement dans son palais par une porte dérobée, après avoir confié sa monture aux soins de son page. Trop couard pour la guerre, il avait donné le commandement de ses troupes à l'un de ses plus vaillants généraux. Il n'avait nulle envie d'aller guerroyer contre les pirates, et s'effondra, rompu de fatigue, dans un bain à l'eau de rose, alors que ses concubines venaient à lui pour effacer les peintures de parade et lui ôter cette couronne pesante qui, lorsqu'il n'en était pas sain, laissait apparaître une calvitie dévorante qu'il tentait malgré tout de cacher sous les bulles du bain. Il rejoignait plus tard ses mignons avec lesquels il aimait s'adonner à des jeux stupides et décadents. En entrant dans la salle des fêtes de son palais, il put admirer la surprise que ses admirateurs avaient fait venir pour lui. Une chimère,
arborant une tête de gazelle sur un corps voluptueux de femme, se contorsionnait obscènement au milieu d'une salle emplie de fêtards délurés et saturés d'odeurs de drogues et de narcotiques. Ces chimères, résultat d'une magie rare et interdite, se vendaient à prix d'or dans les marchés aux esclaves des capitales du continent. À la vue de cette curiosité, et pris dans la frénésie de l'instant, le roi cornu se jeta sur la poudre à sniffer et but de nombreuses coupes de vins épicés. Des concubines royales se vautraient dans la luxure au milieu de la cour. Le roi cornu, submergé par les désirs violents nés des stupéfiants, ne tarda pas à rejoindre les ébats de l'assistance. Mais il ne tarda pas à abandonner ses concubines au reste des convives et s'effondra de fatigue et de stupeur sur un divan. Il sombrait dans de profondes rêveries teintées d'esquisses grossières. Bien mal lui en prit, car affalé sur des coussins de satin, il ne pouvait distinguer en contrebas de la tour des fêtes les deux ombres furtives qui se dirigeaient avec les plus grandes précautions vers les lourdes portes de la nécropole royale. Arad et Falor, qui n'avaient pas connaissance des orgies se déroulant au sommet des tours du palais, allaient vers les lourdes portes avec une assurance teintée de crainte. Le sceau du secret recouvrait ce qui se trouvait dans la nécropole. Pièges mortels, sentinelles démoniaques ou automates tueurs, toutes les options s'envisageaient. Les deux amis espéraient mettre la main sur des trésors qui leur permettraient de fuir leur vie précaire et de s'assurer une existence prospère au-delà des frontières du royaume. Plusieurs pistes s'offraient à eux en cas de succès. Ils pourraient vivre parmi les tribus d'hommes libres des hautes terres, ou bien pactiser avec les pirates ayant pris le port méridional. Avec leur or nouvellement acquis, il leur serait facile d'obtenir un sauf-conduit pour rejoindre la belle capitale côtière des îles aux poulpes, afin de s'y acheter une splendide demeure environnée de cocotiers. Mais la vision de l'ombre émanant des portes monumentales dont les gonds étaient enchâssés dans des statues de démons vigilants tirèrent rapidement les deux jeunes gens hors de leur rêverie. Dans le domaine du roi cornu, on avait l'habitude de laisser les portes des sépultures ouvertes pour laisser aux vivants le loisir de visiter leurs morts à toute heure du jour et de la nuit. La nécropole royale ne faisait pas exception, et après avoir ouvert légèrement l'un des battants pour s'y glisser à l'intérieur, Arad alluma une torche et, suivi de Falor, il commença à explorer le lieu. Des hauts reliefs finement ciselés représentaient l'essor de la dynastie et narraient les exploits du premier roi et son triomphe sur le sombre Efrite. S'ensuivaient des tablettes représentant la conquête des peuples des déserts, des montagnes, des savanes et des côtes, et leur soumission à la couronne. Après une descente dans des escaliers éclairés par des feux immortels, ils trouvèrent le trésor. Leurs paupières luisaient d'un appétit vorace pour l'or. C'était un succès presque trop facile, mais l'euphorie de la découverte et l'absence d'obstacles avaient eu raison de leur prudence. Le trésor funéraire de la dynastie gisait à leurs pieds. Tout ne pouvait pas être pris, mais leurs musettes pouvaient être remplies de nombreuses pièces de monnaie, de colliers, de bracelets et d'anneaux, et leur ceinture ne s'alourdirait que peu s'ils emportaient avec eux ces machettes en acier de météores et aux pommeaux façonnés dans les défenses d'un béhémoth. C'est après avoir pillé les richesses pendant de longues minutes qu'ils entendirent un bruit venant d'en haut des escaliers. Le roi cornu, mu par une ivresse amplifiée par les drogues surnaturelles de la cour, s'était mis en tête de visiter ses ancêtres à une heure tardive de la nuit, comme il en était parfois coutume en son royaume. Les deux amis, accoutumés aux fuites fugaces, s'étaient réfugiés en un instant derrière un gros coffre en bois de teck. Falor, qui avait étudié l'alchimie des plantes de la brousse, sortit de son burnous une petite fiole de liquide bleu brumeux. Il attrapa un masque funéraire grimaçant arborant une corne unique,
rabattit la capuche de son habit sombre et sortit de sa cachette avec majesté. Il lança la fiole à ses pieds. Elle se brisa au contact de la dalle froide et répandit des brumes fantomatiques qui l'enveloppèrent tel un spectre. Le roi descendit la dernière marche et regarda, hébété, ce qu'il croyait être un esprit vengeur. C'est alors que Falor, avec une voix d'outre-tombe, déclama d'une geste superbe ces paroles. « Ô roi cornu, usurpateur stupide et décadent, rends-moi ma corne, sombre cocu !» Le roi paniqué opéra un demi-tour, que son embonpoint rendait des plus comiques, et escalada les marches 4 à 4 pour se précipiter hors du tombeau. Ses vociférations étaient noyées par des lamentations pitoyables et des cris d'excuses confus. On raconte que des rires de démons, étant en réalité les rires d'Arad et de Falor métamorphosés par le passage du son à travers les gonds métalliques, durèrent jusqu'à l'aube. Et c'est à proximité des remparts, sous une lumière azur, qu'Arad et Falor se quittèrent à jamais. L'un, attiré par les grands espaces des hauts plateaux et l'air frais des montagnes, prit la route du nord. L'autre, recherchant les embruns et l'immensité de l'océan, prit la route du sud. Amusez-vous comme il vous plaira, mes chéris. Amusez-vous. Toi aussi, mon mignon. Amusez-vous, amusez-vous.